À la fin du XVIe siècle, un mot nouveau se popularise, hybride. On a d'abord entendu le terme en botanique ou chez les animaux. Le terme se répand ensuite au-delà de la biologie, se popularisant à différents domaines tels que les langues, la chimie, l'informatique ou encore l'automobile. Faisant quelquefois référence à la combinaison de deux technologies, le terme s'impose peu à peu dans nombre de discours et gagne peu à peu une place centrale au sein des questions liées à l'enseignement. Mais que signifie réellement ce terme ? Revenons un peu sur l'histoire de ce mot pour mieux comprendre le sens réel de cette nouvelle forme d'enseignement. Chez les végétaux, il nous arrive bien souvent de créer des hybrides en pratiquant une pollinisation dite contrôlée. Cette pratique d'hybridation, en botanique, trouve ses premières traces dès 1820 en France, en viticulture. Mais à la même époque, les pépiniéristes multipliaient déjà aussi les variétés de roses. On estime par exemple la première hybridation du rosier-thé à la fin du XIXe siècle, que l'on doit au pépiniériste et rosiériste lyonnais Jean-Baptiste Guillot. L'hybridation, dans ce contexte précis, s'opère ainsi par la mise en relation entre le pollen, prélevé sur le parent mâle, et le pistil de la fleur du parent femelle. Le résultat de cette pollinisation, qu'elle soit naturelle ou contrôlée, est alors une graine hybride. Cette nouvelle graine porte alors l'information génétique des caractères des deux parents. Dans son processus artificiel, la pollinisation vise à créer des hybrides ayant des qualités spécifiques, héritées et choisies de deux espèces existantes. Pour conclure cette parenthèse qui sera d'un réel intérêt pour la suite de notre définition de l'hybridation dans l'enseignement, il est important de mentionner une chose somme toute importante. C'est que l'hybridation ne vise pas à changer la nature profonde, génétique d'une espèce, mais plutôt à en créer une nouvelle par la combinaison contrôlée et choisie de deux variétés existantes. Mais qu'en est-il au niveau de l'enseignement ? Blended learning, dispositif hybride ou encore formation hybride, nous n'avons de cesse d'entendre parler de cette forme d'enseignement et d'apprentissage. Pas si nouvelle que cela, mais popularisée dans de nombreux échanges depuis 2020, que se cache réellement derrière ces termes ? On a entendu beaucoup de choses pendant cette période de Covid où on mettait l'hybride à toutes les sauces. Et on parlait d'hybride parce qu'on faisait du synchrone en même temps et les gens étaient à distance. On parlait d'hybride parce qu'ils étaient en asynchrone. Et personne ne savait plus ce que c'était que l'hybride. La formation hybride, pour choisir une de ses appellations les plus courantes, constitue un sujet de recherche à part entière depuis déjà plusieurs décennies. Au-delà d'un modèle de scénarisation pédagogique type, c'est la nature propre et la qualité des apprentissages réalisés dans le cadre de ces dispositifs qui suscitent réellement l'intérêt des chercheurs et chercheuses en sciences de l'éducation. Si je me risque à une définition, je dirais que un enseignement hybride, c'est l'ensemble des éléments de cours qui sont dispensés ou qui sont délivrés en temps réel, en présentiel et en distanciel, le tout de façon synchrone ou asynchrone. Donc avec vraiment l'idée de pouvoir bien englober derrière le hybride à la fois le synchrone et de l'asynchrone. On peut faire de l'enseignement hybride synchrone, contrairement à parfois une idée qui peut être un peu répandue de hybride égale asynchrone. Ça peut être une des formes, mais en tout cas, un enseignement hybride, ça n'est pas exclusivement ça. Formation ouverte et à distance. Alors ouverte à distance, ça veut dire c'est une formation où la présence du formateur n'est pas nécessaire tout le temps. Une formation dans laquelle le temps peut être différent, et donc la notion de synchrone et d'asynchrone apparaît à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on travaille ensemble, des moments où on travaille séparément, et des moments où il y a un éclatement aussi de l'espace. On est en présence et éventuellement à distance. Mais on s'était beaucoup battu à l'époque que ce soit toujours avec de l'humain. Les deux humains importants, c'était l'apprenant d'un côté, ou les apprenants, et le formateur. Donc en fait, on excluait des dispositifs où le formateur était absent. À l'heure actuelle, aucune définition ne trouve encore de consensus. Mais alors, que se cache-t-il réellement derrière ces pratiques ? Revenons tout d'abord dans le temps sur les premières traces de cette forme d'enseignement. Plus de 40 ans après le téléphone de Bell, une nouvelle technologie va venir révolutionner la société de son époque et marquer profondément les pratiques d'enseignement. La radio. La radio s'est vite imposée comme la nouvelle technologie pour apprendre. Elle s'est d'abord démocratisée aux États-Unis, au Canada et en Australie, où la distance de l'école dans les zones rurales était un problème. Un problème qui a évolué, mais reste toujours d'actualité. There are students who are able to attend online who simply couldn't be with me in Edinburgh in the physical classroom. There are students who are in different parts of the world. There may be cost issues involved. Students will be working full-time. So for those students, there's simply no option of them being
physically present. So it opens up those educational opportunities to a broader range of students. And as soon as we have a broader range of students in the classroom, we have different perspectives. People are able to talk about things in their part of the world, their educational experiences, their subject interests, their life experiences. And so the wider classroom experience is that much richer. Précédant Internet ou encore la télévision, la radio a été le premier média de diffusion de masse utilisé pour l'apprentissage. Il n'y a pas de meilleur exemple de cette influence que Martin Dougiamas, alias Monsieur Moodle. Le pays des cygnes noirs. Kangourous gris, cacatoès et étendues de sable jaune. Martin grandit dans une région reculée et désertique de l'Australie dans les années 70. L'école la plus proche se trouvant à plus de 1000 km. Aussi, ses parents l'inscrivent à l'école de l'air de Kalgoorlie. Il suit donc toute sa scolarité avec du matériel scolaire livré par avion. Au-delà du simple modèle de diffusion, du matériel d'apprentissage à distance est diffusé par radio à ondes courtes, au travers de communications bidirectionnelles entre les apprenants et apprenantes et les enseignants et enseignantes. Cette modalité permet un enseignement plus complexe, personnalisé et qui inclut du feedback par l'enseignant ou l'enseignante et par les pairs. Il s'agit ici déjà d'un format d'apprentissage hybride, mêlant des échanges radio synchrones avec des travaux à effectuer en asynchrone par les apprenants et les apprenantes, sur la base de ressources écrites et des leçons ou des communications en direct. Cette approche précoce, en ligne et hybride de l'apprentissage a clairement mis Martin sur la voie du succès. Son logiciel gratuit est largement utilisé dans le monde entier, aidant des millions de personnes à recevoir une éducation qu'elles n'auraient peut-être jamais pu avoir avec des méthodes traditionnelles. Revenons au banc de nos universités actuelles. Quelles pratiques d'hybridation existent déjà? Comment se matérialisent-elles? Petite anecdote sur ma première rencontre avec l'enseignement hybride de façon très pratique. Je me souviendrai, je pense, toute ma vie, d'un collègue qui était prof de droit. Il me dit j'ai commencé à faire mon cours en live sur Facebook. Et là, je me souviens, et je me dis mais non, enfin, peut-être qu'on peut en parler. Donc, il était dans son amphi, avec un amphi plein, 350 étudiants dans l'amphi. C'est un cours tout à fait apprécié des étudiants, etc. Mais il avait décidé qu'il pouvait élargir son cours et ses contenus pédagogiques à une audience plus large, avec donc la possibilité de faire du synchrone et de l'asynchrone, donc avec énormément de monde connecté sur la session en synchrone. L'ouverture du chat, donc il prenait en live des questions pendant qu'il faisait son cours et il répondait. Il avait vraiment structuré, je dirais, timé son cours de façon à pouvoir prendre des questions et de la salle et sur le chat. Donc, c'est devenu un prof superstar, puisqu'évidemment, il a porté cette espèce de nouvelle façon d'enseigner dans une discipline qui est relativement conservatrice, je crois qu'on peut le dire. Le terme englobe de nombreuses pratiques. Et même si une définition consensuelle reste actuellement toujours difficile, nombre de chercheurs et chercheuses en sciences de l'éducation ont tenté d'y voir plus clair. Mais alors, que disent ces recherches ? Le terme hybride se retrouve sous différentes dénominations dans nombre de la littérature anglophone et francophone. Ces termes sont quelquefois utilisés comme synonymes et quelquefois ils visent à se distinguer des autres afin de définir des pratiques plus singulières. Il devient alors difficile de trouver un langage commun unanime et ce, malgré les efforts des chercheurs et chercheuses en sciences de l'éducation. Le projet de recherche collaboratif iSup, mené par une équipe internationale, francophone et interdisciplinaire de chercheurs et chercheuses, vise à mieux comprendre les dispositifs hybrides et leur effet sur l'apprentissage et l'enseignement. Dans leurs travaux, Nathalie Deschriver, Bernadette Charlier et Daniel Peraya complètent en 2014 la première définition réalisée en 2006 dans le cadre du projet iSup. Dans cette dernière, il et elle suggèrent ainsi que ce genre de dispositif de formation est porteur d'un potentiel d'innovation pédagogique particulier lié aux dispositifs technologiques qu'il intègre. Dans la suite de leur définition, ils explicitent que ce potentiel d'innovation peut s'exercer au travers de différentes modalités et qu'il s'exprime à travers la manière dont l'ensemble des acteurs et actrices du dispositif tire parti de ces dimensions innovantes. Ok, alors essayons d'y voir un peu plus clair. Les chercheurs et chercheuses définissent également l'importance des différents rôles de l'enseignant ou l'enseignante dans l'actualisation de ces dimensions innovantes. First of all, about learning design and about the way in which you guide a student through
if I'm talking to them, I can see a class, particularly a small group, I can see people not understanding. I don't have that in the asynchronous space. I don't have that opportunity to do that. So I've got to think of the problems. I've got to be more deliberate about the construction of the process that we take someone through. So that's the first thing about learning design for asynchronous access. I think one of the biggest challenges, of course, is that when we're entirely physical on campus, we're entirely in control. We fix the timetable. We have entire control. If we can create an opportunity for students who are in physical campuses as well as fully online to study and to engage with learning and to prepare themselves so that when they turn up to the classroom, they're in a better state of preparation, then they're so much more able to maximize the use of the time that they have made to be on campus. And I suppose it's part of the flipped methodologies, deconstructing time to allow to allow the individual to take control rather than us being in control. In some ways, it's also an intellectual step for me as the pedagogue to recognize that I have to concede. I have to cede some of my control, of my authority almost, but doing it with adult learners, with university students, should always have been at the top of our minds anyway. So I shouldn't have a worry. If I know my subject, I don't need to be worried about ceding some control to my students, because what I want them to be is smarter than me. La multiplication des rôles de l'enseignant ou de l'enseignante semble ainsi jouer un rôle central dans l'hybridation. Et qu'en est-il de la place de la technologie dans cela ? Les chercheurs et chercheuses du projet iSup identifient dans leur première définition de l'hybridation que cette dernière pourrait s'envisager par les choix opérés au travers de 5 dimensions. L'articulation entre présence et distance, la médiatisation, la médiation, l'accompagnement et enfin l'ouverture. En 2022, une étude est publiée sur la base d'un travail réalisé dans le cadre d'un groupe thématique numérique GTNUM par l'Université d'Aix-Marseille. Le groupe de chercheurs et chercheuses revient ainsi sur les 5 dimensions proposées par iSup en 2006. Intéressons-nous déjà aux notions de médiatisation et de médiation. La médiatisation y est ainsi définie comme l'ensemble des outils mobilisés par le dispositif technopédagogique pour mettre en média les contenus et pour communiquer et interagir. La médiation désigne quant à elle la façon dont les acteurs et les actrices du dispositif vont utiliser ces outils. En d'autres termes, il semblerait que ces dimensions touchent à la question de l'utilisation et des usages des outils dans l'enseignement et l'apprentissage. Lesquels sont utilisés? Comment sont-ils utilisés? Dans quel but sont-ils utilisés? Bon, il serait normal de croire que ces concepts de médiation et de médiatisation soient assez récents. Cependant, ils sont finalement loin d'être des néologismes. Pour retrouver leurs origines, il nous faut remonter à l'apparition du terme média. Le terme francophone est issu de l'anglais mass media, média de masse, qui lui-même trouve son origine du mot italien media, ou encore du pluriel latin de medium, signifiant milieu, intermédiaire. L'origine du mot anglo-saxon media apparaît au XVIIIe siècle et possède déjà un sens proche de celui que nous lui connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un moyen, un intermédiaire. C'est avec l'apparition des nouveaux moyens de communication de masse comme la radio, le cinéma ou encore la télévision que le terme mass media apparaîtra ensuite. Le concept de médiation appliqué au champ de l'éducation est quant à lui assez récent. En effet, c'est dans les années 20 que le concept de médiation a pris une place centrale avec l'approche psychologique des processus mentaux développée par Vygotsky. Vygotsky est un psychologue et pédagogue russe. Selon lui, les fonctions telles que le langage, la pensée abstraite ou encore la résolution de problèmes émergent à travers des processus sociaux et culturels plutôt que d'être simplement innés. L'une des idées clés de sa théorie est que la médiation, c'est-à-dire l'utilisation d'outils, de symboles ou de concepts, va pouvoir aider à résoudre des problèmes ou à comprendre le monde, et jouerait ainsi un rôle crucial dans le développement des fonctions mentales des individus. Par exemple, l'utilisation d'un dictionnaire pour comprendre un mot, ou encore d'un plan pour se repérer. Dans les années 20,
Les travaux de Vygotsky ont ainsi contribué à mettre en évidence l'importance de la médiation pour la compréhension du développement cognitif chez l'enfant et chez l'adulte. C'est peut-être ici que la différenciation entre ces deux termes pourrait être faite. D'un côté, la médiation comme outil socioculturel, c'est-à-dire comment nous interagissons avec l'outil, et de l'autre côté, la médiation par l'outil technologique, qui renverrait davantage au concept de médiatisation, c'est-à-dire la technologie utilisée. Ben, je trouve que des fois, la difficulté, c'est de montrer qu'il y a plusieurs formes médias, en fait. Que c'est pas juste on pose une caméra, on filme ce qui se passe. C'est la scénarisation, qui n'est pas forcément la scénarisation pédagogique, mais la scénarisation audiovisuelle. Et puis après, c'est la mise en scène aussi de l'enseignant. S'il est devant la caméra, donc comment on fait du media training, c'est-à-dire comment il se positionne devant la caméra, comment lui il va se sentir à l'aise. Donc la difficulté, elle est plus dans la compréhension du métier en fait du multimédia et de se dire, voilà, si on veut de la qualité, il faut quand même que derrière, il y a cette notion de médiatisation de contenu. L'éclairage formulé par l'équipe du projet iSup considère ainsi que tout dispositif de formation ou de communication médiatisée est un dispositif hybride de formation. En s'appuyant sur cet élément de définition, on suppose ainsi que tous les dispositifs de formation qui utilisent des LMS ou encore des technologies numériques ou de médiation seraient des dispositifs hybrides. De nombreux chercheurs et chercheuses soutiennent cependant que le numérique ne peut plus être dissocié de nos pratiques. C'est notamment ce que soutient la pensée post-numérique, qui suggère que les technologies numériques font partie intégrante de notre environnement. On supposerait alors que la majeure partie des enseignements inclut déjà des technologies numériques ou encore des LMS. Cela signifierait-il que l'hybridation fait déjà partie de nos pratiques ? De nombreux chercheurs et chercheuses ne semblent pas pleinement satisfaits de cette définition. Il et elle ajoutent alors une nouvelle dimension à ce qu'ils et elles perçoivent de l'hybridation. Ce qui élargit encore notre définition à de nouveaux termes. Hybrid learning, which is also sometimes called high-flex learning or fusion learning or bimodal learning as well. For me, it refers to an approach to pedagogy and a way of thinking about space, where from the very beginning, you're thinking about two ways of engaging. One mode of engagement would see students in the physical space of the campus, in the classroom, but at the same time, there will be students who will be attending online. And it's a really interesting design question because what it involves is doing is not thinking about how do we make the activity in the physical classroom available to the online student, but instead thinking about what's the potential to have students engaging in two different ways and how can we really take advantage of that to bring perhaps more students into our combined physical and online classroom. So that would be my description of fusion. So it's about students simultaneously being engaged in two different ways, but as a part of the same cohort, the same group of learners, and on the same course. L'hybridation serait alors une approche offrant une plus grande liberté dans les modalités d'engagement des étudiants et étudiantes. Une fusion de deux modalités, présence ou distance, sans qu'une n'ait une supériorité sur l'autre. Il ne s'agirait pas de prioriser l'une sur l'autre, mais plutôt de s'appuyer sur le potentiel que chacune de ces modalités offre pour créer un nouvel espace de rencontre, de partage, amélioré et optimisé. La question des différents rôles de l'enseignant et l'enseignante semble également tenir une place importante dans la représentation de l'hybridation. Tels des chefs d'orchestre de l'enseignement dans son ensemble, ils et elles doivent alors penser leur symphonie dans une vision spatiale et temporelle. And it's about a loosening of the temporal boundaries, not being so strict about the time that we have, and giving a week or perhaps 2 weeks for an activity also means there's more space, I think, for different voices to come in. So I think that probably every student who's been in a tutorial will describe the experience of feeling, how can I be heard? There are other people who seem more confident than me, and I maybe not quite sure of my ideas, so I don't want to speak up. Or even the fact that in 1 hour, there's not very long to hear everybody speaking for very long. And some will move at a slower pace. I'm trying to accommodate both of those categories
in this, so that more people are more prepared when they talk to me and when we share those moments, those precious moments together, in that we can advance their knowledge more quickly. And I think in many cases, and I guess I would say this because I do a lot of online teaching, in many cases we can do things in online spaces that are more difficult to achieve in the physical space, and we can reconfigure space and time to allow more time for students to work on assignments, to potentially bring in more voices. So I think there's really rich opportunities for types of learning in the online setting that are harder to achieve sometimes in the more conventional, traditional classroom. La première définition réalisée dans le cadre du projet iSup en 2006 est bien souvent prise en référence dans nombre d'articles et de recherches francophones. Alors, que nous dit aujourd'hui la littérature ? Certains et certaines reviendront, comme nous l'avons vu, sur la notion d'éclatement de l'espace par la combinaison entre distance et présence. Certains et certaines encore s'attarderont plus sur la question du processus en termes d'ingénierie pédagogique. Enfin, d'autres définitions abordent davantage le format hybride sous l'angle de l'apprentissage, et plus précisément sur les effets produits chez les apprenants et apprenantes sur leur comportement. What I use is the collaborative space of Miro, and I'm able to add readings there, core readings, journal articles, book chapters, and I go into those articles and I post questions for the students, and then across a week, or perhaps across 2 weeks, the students go into that space, they look at my questions, and they reply to them. And then over a period of time, this really rich conversation develops. And that's because students have more time to think about the answer. So if you imagine us being in a classroom and we have 1 hour, there isn't very much time for the ideas to percolate or to develop. But this way, a student can go away and have a think about the particular question I've posed to them, and they can come back once they've formulated an answer. But what's really important is that other members of the group can then join that same conversation. And so over a period of time, a longer discussion develops. We get a longer dialogue than we could normally achieve if I'm keeping my eye on the watch to see when that class is due to end. Outre la qualité de l'apprentissage qui semble réellement au cœur de ces formes d'enseignement, quels pourraient être les autres bénéfices de tels dispositifs ? Something that's I also found very interesting this year is working with online students and how they have felt that they've achieved an extra sense of connectedness with their university by knowing that there are students in the same class who are in the physical space. So even though they're not physically situated on the university campus, by attending classes online where they are working with a tutor, myself, who's in the physical classroom, and their fellow students, it gives them a better engagement and a better sense of being a part of their university. So that's not something I expected, but I think it's something really interesting and something we'll certainly look to encourage and exploit going forward, I think. I know that many more of my students are needing to work and to learn in a variety of ways in order that they can pay for their education and survive through their education. My very dear friend Paula Blow over in the US always talks about physical poverty, financial disadvantage is one thing, but the most important part is time poverty, which is provoked by physical poverty. You know, not being able to afford a car to drive to campus or to be able to afford laundry facilities because you just haven't got enough money to pay for those things means everything takes longer to do. Public transport, public laundry facilities, everything is just more inconvenient. For me, there are a number of really important critical considerations that shape how we should think about online learning spaces. And a very important one within that is thinking about issues of accessibility. And I think it's very easy to get excited about the opportunities and the functionality of online spaces and what we can do with digital technologies. But I think we always need to remember that not all students will have equal access to digital devices. So we have to be aware of the decisions that we make around online spaces and online pedagogies, that we're not excluding people. So there's an important issue there about accessibility and equality of experience.
But as a design question, I think what's really important is that when we are thinking about the design of online learning spaces and online practices, we think about what we're trying to achieve with the course and what kind of learner experience we want. So it's never just about the technology, but instead it's about thinking, what am I trying to achieve in this course and what can the digital technologies and the online space bring to that? On perçoit ici que définir l'hybridation des enseignements nécessite de prendre en compte nombre de dimensions. Les individus, l'espace, le temps, les ressources ou encore la technologie. Le rôle des médias dans le processus d'apprentissage tient ainsi une place implicite, comme cela a toujours été le cas dans l'histoire de l'éducation. Mais alors, pourquoi parle-t-on d'innovation ? Pour moi, l'hybridation, c'est le mot hybride. J'entends souvent, c'est le numérique et le présentiel, c'est le distanciel et le présentiel. Pour moi, c'est un mot qui va disparaître. J'ai envie de dire comme numérique. C'est pas gentil quand je dis ça, mais parce qu'en fait, le numérique, ça fait partie de nos vies. Et donc, hybrider, bientôt, ça fera partie de nos vies, quoi. Donc, en fait, c'est de se dire, on invente quelque chose quand c'est la nécessité de lui mettre un mot fort, en fait. Donc, c'est pour ça, on utilise des outils numériques. Ouais, d'accord, on est dans l'hybridation. Oui, mais parce qu'on a envie d'expliquer quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, mais quand ça va exister, on n'aura pas besoin de le dire. Enfin, voilà, ce mot n'aura plus de sens. Donc aujourd'hui, il existe parce qu'il est important d'impulser quelque chose de nouveau, quoi, je pense. À présent, revenons sur la notion d'innovation mentionnée dans la définition de l'équipe de HiSUP. Le terme innovation apparaît au XIIIe siècle et vient du latin innovatio, de novus, signifiant nouveau ou neuf. Si l'on combine les apports de la littérature, les témoignages de nos experts et expertes et les apports de la biologie à notre compréhension de l'hybridation, que pouvons-nous en tirer ? L'hybridation dans l'enseignement ne serait-ce pas simplement un processus de création d'une variété nouvelle d'enseignement, à la manière d'un rosiériste qui sélectionne les caractéristiques de variétés de fleurs existantes pour en créer une nouvelle, hybride, singulière et unique. Il s'agirait alors de sélectionner chaque dimension en se basant sur les opportunités qu'elles offrent, spatiale, présence ou distance, temporelle, synchrone ou asynchrone, ou encore les ressources, numériques ou non numériques, et de les combiner pour permettre de créer une forme d'enseignement nouvelle dans laquelle l'apprentissage serait optimisé. Blended learning would be, for me, the use of technology seamlessly into physical classroom to enhance learning. So if I were able to measure the amount of learning gain that takes place in the physical classroom or in the virtual classroom, and to put them together and see that the learning gain were increased across that blended space, that space where technology and physical and text and all of the other learning approaches come together, that's when blended learning is working from my perspective. Et si l'absence de consensus quant à la définition précise de cette forme d'enseignement était finalement l'essence même de ce que l'hybridation représente? Et si l'absence de modus vivendi était finalement une opportunité? L'opportunité de s'approprier cette notion dans un contexte qui nous est propre, répondant à un public spécifique, une médiatisation, une temporalité et un espace unique.